management SMB. Donc, en gros, là, je gérais toute l'équipe AM en France sur la long tail, donc sur des problématiques d'activation des vendeurs long tail, d'automatisation de process. Entre-temps, on a pas mal seniorisé les équipes chez ManoMano avec des gens d'Amazon. Donc, j'ai pu pas mal échanger avec eux et donc j'étais un peu curieux de voir ce que ça donnait derrière le rideau. Et donc, j'ai intégré Amazon où je suis resté pendant 3 ans. Donc là, c'est sur un programme d'account management pour les top vendeurs pan-européens. Donc l'idée, c'était de les accompagner dans leur développement, de leur vendre des nouveaux produits style FBA, de leur vendre du retail média. Et au bout de 3 ans, j'avais envie d'avoir un truc un peu plus entrepreneurial. J'ai rencontré Sacha Vigna, donc, qui est DG de Vente Unique, et donc il m'a recruté au rôle de directeur marketplace. Donc aujourd'hui, la marketplace, on est une vingtaine de personnes spécialisées dans le mobilier d'intérieur, mais on y reviendra juste après. Merci. Donc moi, je suis Alberto. Et data. Donc j'ai fait quelques années de consulting à l'excellence opérationnelle autour de ces sujets-là. Et j'ai fondé Enricher il y a maintenant bientôt 3 ans avec comme premier client, c'était Conforama. Et pour le marketplace. Et le deuxième client, ça a été Vente Unique. Voilà. Alors, on va commencer par se dire, c'est quoi Vente Unique ? Qui ici connaît Vente Unique ? Déjà, je ne demande pas. Ah, quelques-uns, pas assez. Il y en a quelques-uns qui sont dans le même bureau avec nous. Ouais. Je vois des têtes que je connais. Donc ça vaut le coup quand même de passer un petit peu de temps sur qu'est-ce que c'est Vente Unique. Ouais, bien sûr. Donc, Vente Unique, on est pionnier vraiment dans la vente de canapés et l'expédition de canapés. On a été créé en 2006. En 2006, il n'y avait pas beaucoup de monde qui savait expédier les canapés et gérer les commandes en ligne. Aujourd'hui, on est un peu plus de 300 collaborateurs. On est présent dans 11 pays en Europe. On a livré plus de 2 millions de clients. Et très tôt dans notre développement, on a mis au centre de nos préoccupations le client, donc le client final, à la fois en investissant pas mal dans le service client pour gérer l'expérience d'achat, enfin à la fois l'expérience d'achat et l'expérience post-achat, et également sur la livraison, où on a beaucoup investi. Donc aujourd'hui, on a un entrepôt de 80 000 m² au nord de Paris, qu'on commercialise également à nos marchands. Et on est en train de construire un deuxième dans le sud de France pour pouvoir gérer les pays du sud, donc Espagne, Italie. Depuis 2006, en gros, on s'est développé aussi sur la marketplace. Donc la marketplace, elle a été créée il y a 2 ans maintenant. Aujourd'hui, nous, sur les 11 pays d'Europe, on permet à nos marchands de s'internationaliser sur 9. On a ouvert la Pologne là, récemment en janvier. Et typiquement, le fulfillment, c'est un service qu'on commercialise de plus en plus. Nous, notre expertise, elle est vraiment sur les produits lourds et volumineux à l'international. Et donc, on essaie de mettre cette expertise au service de nos vendeurs, enfin, qui soient à la fois sur Vente Unique ou sur tous les autres marketplaces. Voilà. Pour info, on a le badge Prime, donc c'est cool. Une petite information qui n'est pas anodine. 2024 a été une année globalement compliquée. Et bah, pas pour tout le monde, en fait. Ouais, on est super content du chiffre d'affaires qu'on a réalisé en 2024. Effectivement, tu le dis, Alberto, dans un marché qui est compliqué, enfin, notamment sur le mobilier d'intérieur, jardin, etc. Donc voilà, super content de ça. La marketplace, idem, bon, elle a 2 ans, mais du coup, elle croît de 100% en 2024. Là, on a les objectifs en 2025 de croissance de l'ordre de 60%. Sur ce chiffre d'affaires, en gros, nous, on pèse à peu près 25% de la GMV. Donc voilà, on est super content de l'évolution en 2024. On espère qu'en 2025, on va continuer à croître. Mais j'ai l'impression que le marché va continuer à être complicado. Là. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu, vous étiez assez peu nombreux à connaître venteunique.com. Pourtant, quand on regarde les sites e-commerce, pur chiffre d'affaires commerce sur le mobilier, hors électroménager, en fait, 233 millions d'euros, c'est assez gros, en fait. Aujourd'hui, nous, quand on regarde Conforama, du But, beaucoup d'entreprises comme ça, en fait, 233 millions d'euros, c'est gros pour un pur player de e-commerce. Et pourtant, dans les marchés, il n'est pas si connu que ça. Donc ça, moi venant des univers différents que le retail et les e-commerce, c'est une des choses qui m'a assez vite surpris. Et autre chose qui est
assez comment dire ça, différente entre ventunique.com et beaucoup d'autres e-commerçants, c'est qu'en fait, vous gagnez de l'argent. Donc c'est possible de faire du e-commerce, du meuble, et gagner de l'argent. Comment ? Ouais, alors dès le début, alors il y a un leadership principle chez Amazon qui s'appelle Frugality, et en fait, je trouve que ça résume bien aussi cet état d'esprit chez Vente Unique. C'est finalement faire plus avec moins, et du coup, ça génère beaucoup d'innovation pour justement surmonter tous les bloqueurs qu'on peut rencontrer avec finalement un peu de budget pour rester le plus rentable possible. Et donc c'est aussi pour ça que potentiellement peu de gens connaissaient Vente Unique Top of Mind. C'est parce que nos actions, on les mène sur les éléments où on est sûr d'avoir une rentabilité. Donc c'est aussi là-dessus qu'on se base pour construire une stratégie d'acquisition. Donc c'est faire des choix pour s'assurer une rentabilité derrière. Donc, profitez parce que, connaissant Sacha aussi le fondateur, Vente Unique est assez peu présent dans les salons. Vous trouverez rarement Vente Unique au One-to-One Monaco ou à One-to-One Biarritz, par exemple. Et ça va dans cette histoire des frugalités, on bosse quoi, on charbonne tout le temps. Cette slide est écrite, enfin tout ce texte-là est écrit dans le site internet des Ventes Uniques. Et je l'ai mis en accord avec Mathieu. Pourquoi ? Parce que c'est précisément une introduction à ce qu'on va voir après et pourquoi on travaille ensemble, pourquoi on travaille bien ensemble, Vente Unique et Enricher. Donc, en gros, quels sont les piliers principaux des Ventes Uniques ? Ouais, donc effectivement, c'est les infos. Nous, on est coté à la Bourse de Paris, donc c'est les infos aussi que vous pourrez retrouver dans nos différentes publications financières. Mais donc, en gros, c'est effectivement avoir une offre conséquente. Et la marketplace participe à ça parce qu'on va pouvoir apporter du choix aux clients sur des catégories sur lesquelles on avait des trous dans la raquette sur 1P, et donc la marketplace va permettre d'amener plus de choix, d'amener plus de disponibilité sur des produits où on était un peu short sur 1P. Une fois qu'on a eu une offre conséquente, après c'est comment est-ce qu'on travaille les prix. L'idée, c'était d'autant plus vrai chez Mano Mano et mon expérience chez Amazon, c'est que le prix c'est le nerf de la guerre, et du coup il faut pouvoir le monitorer, il faut pouvoir aller négocier avec ses vendeurs. Sur les top produits, sur les produits qu'on n'a pas. Et donc, c'est vraiment un KPI que nous, on suit énormément chez Vente Unique au global et encore plus sur la marketplace où on a plus de 3 millions d'offres aujourd'hui. Donc, il faut savoir naviguer dedans. Et ensuite, la richesse des services, donc c'est tout ce qu'on peut apporter finalement aux vendeurs en complément. Pour améliorer l'expérience client qui est toujours au centre de nos préoccupations. Et donc, c'est notamment notre service fulfillment qu'on vend à nos vendeurs, et également le retail media qu'on va mettre en place grâce à Miracle. Miracle, c'est notre tech du coup sur la marketplace. Alors, la qualité de l'offre, et pourquoi c'est assez intéressant, c'est presque un cas d'école, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les canapés à relaxation. Normalement, vous êtes tous à peu près un peu trop jeunes. Vous et moi, peut-être. Attention. Et vous avez fait comme ça. Et en fait, vous allez voir que chez But, chez Confo, c'est tous les autres vendeurs de meubles, il y a assez peu des canapés à relaxation. Et vous allez voir que chez Vente Unique, il y en a plein. D'accord ? C'est l'offre aujourd'hui la plus complète des canapés à relaxation de ce qu'on a analysé sur tous les sites en France. Par ailleurs, le taux de rotation des canapés à relaxation sur Vente Unique est aussi un cas d'école. Ils tournent assez peu. Et donc, ils ont beaucoup d'avis. Donc, tout ça est quand même très réfléchi. Et en fait, souvent, il y a des produits qui sont assez exclusifs, et en même temps, grâce à la marketplace, entre autres, vous allez retrouver à peu près tous les mêmes articles que les autres ont. Et en fait, ça paraît basique, hein. Mais aujourd'hui, vous allez trouver 0 canapé à relaxation, en tout cas jusqu'à il y a un mois ou deux, sur Maison du Monde. D'accord ? C'est quand même, ça fait beaucoup de chiffres. D'accord ? Donc en fait, il y a tout un travail qui aujourd'hui est encore assez balbutiant sur beaucoup de sites e-commerce, voire beaucoup de commerçants tout court, sur la gestion de l'assortiment. D'accord ? Et comment je maîtrise la qualité de l'offre. Alors, transition, c'est pourquoi nos clients choisissent Enricher. Comme vous voyez, on est quand même assez présent sur le marketplace.
sur le site e-commerce et en particulier une marketplace. Pour nous, c'est beaucoup plus facile de travailler avec des équipes marketplace parce que beaucoup plus dynamiques qu'avec les équipes 1P. Pourtant, j'ai créé Enricher à la base pour les équipes 1P. Mais la gestion du changement dans les équipes 1P, de leur façon de travailler, de devenir data-driven, prend plus de temps. L'évangélisation, la fameuse évangélisation pour ces équipes-là, prend plus de temps. Et nos clients nous choisissent parce qu'on répond à 3 questions. 1. Quels sont les top produits, quels sont les produits qui marchent sur mon marché? Qu'est-ce qui se vend chez mes concurrents? Vous tous, vous savez quels sont vos top produits. Et quand on gère quels sont les top produits à soi, on est sur une stratégie défensive. On ne peut que subir. D'accord ? Quand on veut gagner des parts de marché, on va essayer de trouver et d'analyser quels sont les produits top vendeurs chez mes concurrents. Et ils sont assez différents en fait. Et c'est comme ça que je vais pouvoir gagner des parts de marché sur une stratégie conquérante. Derrière, est-ce que mes produits sont au bon prix? Et on est très à cheval sur le bon prix. Ce n'est pas le meilleur prix. Darty peut être plus cher sur une machine à laver. C'est parce qu'il a une image de marque. Confo peut être un peu plus cher sur le même matelas qu'un de ses concurrents, parce qu'il a une image chez les clients. Et la troisième, qui est assez délaissée, malheureusement, sur la plupart des sites, pour différentes raisons, c'est est-ce que mes produits sont bien présentés. Pourtant, qui ici connaît les notes, les IDQ, l'indice des qualités de ma fiche produit qui va des A+, jusqu'à F? Qui le connaît? Pourtant, il y a une petite start-up qui a défini ça, c'est public, cette petite start-up s'appelle Amazon. Donc, qui est quand même à date quelqu'un qui, a priori, sait plutôt bien faire du e-commerce. Il a défini comment doit être fait un titre, combien de photos, combien de vidéos, une description, les bullet points. Tout ça, c'est à la disposition de tous les e-commerçants. Il l'a expliqué, c'est là. Et c'est assez important parce que dans l'e-commerce, il n'y a pas de vendeur. Le seul vendeur, c'est votre page produit. Donc, Enricher va permettre à nos clients d'avoir toujours les bons produits, toujours au bon prix et toujours bien présentés. C'est ça notre promesse. Et avec une mission assez importante pour nous, à nos yeux, en même temps qu'on veut gagner de l'argent, beaucoup d'argent évidemment, comme toute personne qui crée une entreprise, il y a aussi une mission, c'est dire, ok, si on ne fait rien, à la fin, il y a de plus en plus de sites e-commerce qui meurent, et à la fin, c'est toujours Amazon qui prend les parts de marché. Parce que toute cette techno-là, Amazon est là, en interne. Donc oui, c'est un besoin, oui, elle doit être mise en place. Et en fait, ce qu'on va appeler, c'est une Product Data Platform sur laquelle j'ai toute la data produit, que ce soit benchmark de l'offre, on va parler de benchmark de quels produits je dois avoir dans mon catalogue, benchmark du prix, plus toutes les informations me permettant de créer ma fiche d'article parfaite sur les e-commerce. Ça y est, j'ai fini de faire mon pitch commercial. Et donc, là, je te repasse la main, c'est, en fait, ok, c'est quoi les challenges du e-commerce? Pour tous ceux qui s'intéressent, je pourrais leur donner, pour moi, ce qui a été écrit le mieux, c'est Edouard Dover. Quelqu'un connaît Edouard Dover? Petit journaliste, hyper compétent. Il est sur, RFM et tout. Et en fait, il a expliqué pas mal des choses sur les challenges. C'est les commerces, la croissance naturelle ne va pas être finie. La population vieillit, plus on vieillit, moins on consomme, etc. Bref, tout ça fait que pour que les entreprises fassent plus de chiffre d'affaires, il y a pas mal de challenges que vous connaissez tous. Donc je te laisse la main parce que... Oui, on a évoqué un peu le sujet, mais donc là chez Montunique aujourd'hui sur la marketplace, on a plus de 3 millions de produits dans plus de 9 pays. Globalement, on se rend compte qu'en fait, il y a tellement de marketplaces que finalement tout le monde a plus ou moins les mêmes vendeurs, plus ou moins les mêmes produits. Et finalement, si mon équipe de BizDev, il reste quelques gros vendeurs à aller attaquer, on sait qu'à un moment, ça va tomber et donc ils vont intégrer la marketplace. Donc, la question ensuite, c'est finalement, vu qu'on a tous plus ou moins les mêmes vendeurs, tous plus ou moins les mêmes produits, c'est comment est-ce qu'on se démarque des autres, comment est-ce qu'on génère du réachat sur son site. Et en fait, ça, on le fait donc, notamment en allant chercher du prix. Et donc, ça, c'est des challenges que moi, je mets en place avec mes équipes BizDev et mes équipes AM. C'est identifier les top produits chez la concurrence sur lesquels une négo de prix aura de l'impact. Et je suis persuadé que mieux on négocie les prix sur les bons produits identifiés, mieux la marketplace se portera, plus on attirera du trafic
parce que finalement, c'est aussi l'acquisition sur nos différents canaux qui vont nous permettre d'attirer des clients. Et donc, si on ne présente pas le bon prix, le client ne viendra jamais. Ou alors, s'il vient et qu'il nous voit au mauvais prix, c'est encore pire parce que du coup, ça impacte carrément l'image de vente unique. Donc, effectivement, sur la plateforme de Enricher, en fait, nous, ça nous permet de spotter les top produits chez la concurrence, de mesurer notre taux de compétitivité. Et ça, c'est un taux qu'on a commencé à nous historiser, alors à la fois à la maille plateforme, pays et à la maille vendeur et produit. Donc en fait, on arrive à voir l'évolution de la compétitivité d'un vendeur. Et donc moi, j'arrive du coup à objectiver mes équipes sur un taux de compétitivité à atteindre à la fin du quarter sur un certain pool de produits bien précis. Et c'est ça en fait qui nous permet, nous aujourd'hui, d'avoir de l'impact et de se démarquer sur plus de 3 millions de produits qu'on partage. Tu as cité Conforama, But, etc. Ça, c'est vraiment sur la partie du coup négociation des prix, sur la partie plutôt bizdev et en fait identification des produits qui nous manquent à sourcer. Ça, c'est super important aussi parce qu'en fait, on pense que maintenant on a la masse de produits qui est nécessaire. En revanche, il nous manque quelques top produits chez les concurrents qu'on n'a pas forcément. Donc soit on essaie de le sourcer avec les vendeurs qu'on a identifiés en face, soit on demande à des vendeurs existants avec qui on travaille déjà de pouvoir le sourcer eux-mêmes si typiquement notre équipe achat sur 1P peut pas les sourcer. Il y a un point assez important dans tout ça, c'est aujourd'hui le déséquilibre quelque part dans la facilité pour benchmarker. Quand nous on est consommateurs, tu sors ton téléphone, tu veux t'acheter, j'en sais rien, un grille-pain, et en 1 minute 30, si tu es chez Darty, dans le magasin direct, tu vois le grille-pain que tu veux, tu vas le chercher sur Google, et en 30 secondes, tu sais est-ce que le prix de Darty t'intéresse ou est-ce que tu peux l'acheter, je sais rien, 20 € moins cher chez Cdiscount ou chez Amazon ou un autre. Quand on est consommateur, faire le benchmark est extrêmement simple. Par contre, vous tous, vous avez entre des centaines, voire des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions de refs. Donc le challenge est assez gigantesque. Donc déjà, sur la masse volumique de ce que je dois benchmarker, suivre, piloter. Deuxième challenge, c'est aussi assez important, c'est que les EAN ne sont pas toujours disponibles. Vous ne trouverez aucun EAN sur le site d'Amazon. Vous allez trouver un ASIN, mais vous n'allez pas trouver un EAN. Donc oui, ça, pareil, ça difficulte l'effet de benchmarker. Donc on va benchmarker, nous, par exemple, avec les caractéristiques. Parce que dans tout notre travail, on travaille au texte, et on va travailler sur la marque, le modèle, les dimensions, enfin toutes les caractéristiques qui permettent de trouver ou le même article ou un article similaire, équivalent aux yeux du consommateur. Néanmoins, dans les challenges du e-commerce, c'est aujourd'hui, oui, vos consommateurs à article égal, et surtout à l'inflation, on voit que un consommateur, vous allez le perdre pour 5 €. Il est capable de l'acheter ailleurs. Parce que la plupart du temps, mon grille-pain, je n'ai pas besoin tout de suite. Je peux attendre 3 jours, 4 jours, voire 24 heures si j'achète chez Amazon. Donc si ça me permet de gagner 15 € sur 50, non, je ne vais pas l'acheter. D'accord ? Et à la fin, c'est toujours Amazon qui gagne des parts de marché. Il faut qu'à un moment donné, je suis Prime, je suis client et tout, à un moment donné, il faut que ça cesse et que les autres retailers et e-commerçants, européens, français, petit à petit, on gagne des parts de marché. Donc une fois qu'on fait ces challenges, il y a une partie comment on identifie les opportunités. Quels sont les produits quand je suis marchand ou e-commerçant en complet, que je dois gérer mon catalogue. En gros, aujourd'hui, oui, je connais mes articles, je connais mes tops, etc. Normalement, déjà, il faut bien identifier tous les articles sur lesquels je suis tout seul. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire moins 30% et de plomber ma marge quand je suis tout seul sur cet article-là? Est-ce qu'il ne va pas se vendre de la même façon si je fais moins 20 ou moins 15? Donc, la première chose, c'est de savoir ça. Deuxièmement, après, oui, ok, j'ai des articles sur lesquels je suis un concurrent. Et en fait, je vous donne un cas très simple. Zoom ici, pour ceux qui les connaissent. Chez Cdiscount, il a 500 000 refs live sur son magasin. Sur Conforama, il a 150 000. C'est-à-dire que X produits Zoom ici sont une opportunité pour Conforama. D'accord ? Évidemment, ceux qui sont les plus intéressants, ça va être ceux-là. Dans le retail, les 20-80 n'est pas tout à fait vrai. Nous, nos analyses montrent qu'on est plutôt sur un 19-95.
19% des articles génèrent 95% du chiffre d'affaires. À peu près. Après, ça varie entre les sites, les marchands, etc. Mais on a énormément d'articles qui sont entre low et no sales. D'accord ? Ça ne sert à rien de les sourcer. C'est juste des coûts de serveur, des jours informatiques. Néanmoins, aujourd'hui, on arrive à identifier les méga tops, les middle, les low. Voilà. Je ne sais pas, aujourd'hui, oui, on travaille ensemble, vous l'utilisez. Comment ça vous apporte, mais surtout, ce n'est pas un dehors d'Enricher. C'est ça, c'est une méthodologie que tu avais déjà vue, par exemple, chez Amazon ou chez ManoMano. Ouais. Alors, effectivement, chez Amazon, c'est plutôt facile. C'est que quand le prix n'est pas le meilleur du web, finalement, la buy box, elle disparaît. Donc ça, c'est réglé. En revanche, ManoMano, ouais, carrément, on se comparait tout le temps. Donc on allait scraper vraiment tous les sites pour pouvoir se comparer. Donc c'est, encore une fois, pour souligner l'importance de ce KPI. Et du coup, les opportunités détectées par Enricher, donc là, typiquement, Megatop et Top, ça, c'est des éléments que moi, j'active avec mon équipe à différents moments, et notamment pendant les opérations promotionnelles. L'idée, c'est que, en fait, typiquement pour Black Friday, on identifie les produits sur lesquels on veut des prix, mais surtout, ça nous permet de savoir à quel prix on les veut. Donc, en fait, en historisant la data, ça nous permet d'aller challenger nos vendeurs et de leur dire ok, ça c'est un top produit. On sait que si tu atteins ce prix, qui est l'historique sur les 12 derniers mois, le plus bas historique sur les 12 derniers mois, en fait, on sait que c'est là-dessus qu'on va pouvoir aller chercher un uplift sur les ventes, justement en targetant les top opportunités de croissance qui sont présentes. Souvent, on me pose la question de « Ok, attends, mais comment tu sais, est-ce que toi tu connais, est-ce qu'Enricher connaît les ventes de tout le monde ?» Alors la réponse est non. Ni nous, ni personne avons les ventes de ManoMano, Cdiscount, etc., etc. Par contre, il y a des éléments qui sont publics. Conceptuellement, elles sont assez simples. Techniquement, c'est assez compliqué à gérer et à collecter toute cette information et à la processer tous les jours. Mais conceptuellement, vous allez tous le comprendre et vous le connaissez tous. Quand je vais analyser les perceuses électriques, les perceuses, tout court, parce que je ne crois pas qu'il y ait des perceuses en électrique, tous, ils fonctionnent pareil. Ce qu'on va trouver sur les premières pages, c'est les articles qui ont fait les plus de ventes. D'accord ? C'est normal. Sortez maintenant les retail médias et quelques références qui sont forcées par une promo. Mais globalement, si une perceuse Bosch, pour ceux qui sont là-bas, ou Makita, d'accord, elle est en page 1 chez ManoMano, page 1 chez Leroy Merlin, et que Castorama n'a pas cet article dans son assortiment, oui, clairement, il passe à côté d'une opportunité. En fait, tous les outils de référencement fonctionnent chez tous nos clients pareil. L'élément majeur pour la position dans ta descente, et c'est pareil comme dans le retail physique, on met en avant les produits qui se vendent le plus. Voilà, c'est pareil. Donc si tous les jours on sait pour chacun des articles dans quelle page on l'a vu, que tous les jours on sait le nombre d'avis qu'il a, et que tous les jours on suit la position dans la page, à date, on sait quel est son potentiel de vente actuel, mais on commence à savoir aussi est-ce qu'il est décroissant déjà, ou est-ce qu'il est en train de monter. Tout ça, gravé dans votre mémoire, pour ceux qui viennent des villages, ce que c'est une truite des rivières. D'accord ? Truite des rivières, et elle monte la rivière, je ne sais pas si c'est en été ou en hiver, bref, pour tout ça. Et donc, il faut imaginer qu'un produit, il lutte toute sa vie pour monter en page 1, parce que c'est là où il va vendre le plus. Et qu'à un moment donné, ça y est, l'intérêt décroît, et petit à petit, il va revenir à la page 200, 400, chez Amazon, par exemple. Chez Amazon, on peut aller jusqu'à la page 400. Donc voilà. Et ça, quand on identifie tout ça, qu'on le met dans des algos, qu'on travaille ça depuis 3 ans, oui, on est capable de savoir que cet article-là, il est top, ou il est méga top, ou il est middle, et que vous l'avez, oui ou non, dans votre catalogue. D'accord ? Et que si vous l'avez, oui, il va générer du chiffre d'affaires. Ça, pour info, c'est aussi des éléments qu'on prend en compte côté trafic pour identifier les produits sur lesquels on va aller bider un peu plus pour aller chercher les impressions. Oui, parce que vous aurez compris que moi je suis très vente directe, générer des ventes. Mais effectivement, toutes ces infos, vous pouvez aussi les mettre dans toute la partie acquisition pour essayer de donner moins d'argent à Google. Moins vous donnez d'argent à Google et à Meta, plus vous êtes rentable.
Le problème de la rentabilité du e-commerce s'appelle Google et s'appelle Meta, principalement. S'il y en a des gens qui sont copains des Google et Meta, on peut discuter. Et après, il y a le bon article. Quand on est à un P, d'accord, il y a aussi l'effet de travailler aux caractéristiques, comme je vous disais. Alors ça, c'est une photo qui date de quelques mois, je ne sais pas si ça a changé. Mais en gros, nous, on va travailler par attribut. Donc si on prend une catégorie, déjà on travaille sur la catégorie, si vous allez chez Cdiscount, vous avez 20% des produits dans le fil d'Ariane Canapé qui ne sont pas des canapés. J'ai découvert comme ça les paresseux, je vous raconterai, c'est un produit assez exceptionnel, mais qui n'est pas un canapé. Et derrière, on va identifier est-ce qu'il est droit, est-ce qu'il est d'angle, est-ce qu'il est panoramique. Derrière, on va identifier pour chaque article le nombre de places, parce qu'un consommateur, il cherche un canapé 2 places, 3 places, 5 places, etc., etc. On va identifier est-ce qu'il est fixe, convertible, à relaxation électrique ou à relaxation manuelle. On appelle ça les types de confort. Et on va par exemple mettre le revêtement, parce que c'est du velours, du tissu, du cuir, du simili-cuir, etc., etc. Derrière, quand on fait ça, nous, en regardant les nombres d'articles, top, mégatop, etc., etc., on donne à cette unité de besoin ou à ce besoin client, on lui donne des parts des marchés et on estime aux alentours des 4%. Derrière, on a dans les canapés, quand on fait cette concaténation d'attributs, on a à peu près 350 types de besoins clients. Et celui-là en particulier, c'est le numéro 11 dans les rankings. Okay. Donc en gros, c'est un besoin client assez important. Ça vaut le coup d'avoir des produits dans cette typologie de besoin. Parce que souvent on se pose la question, non mais Alberto, tu exagères, souvent on me dit que j'exagère. D'accord, mais c'est pas grave. En fait, quand je regarde Conforama ou But, à 1P, ils n'ont pas d'article. 0 article avec ces caractéristiques-là. Il y en a plein à Marketplace, heureusement. Donc ils laissent la place à des très beaux acteurs comme Vente Unique. Il laisse la place à des maisons du monde, il laisse la place à la Redoute. Ikea, 15 articles Ikea, c'est quand même beaucoup. Hein. Sur un catalogue comme celui d'Ikea, hors Marketplace, etc., c'est un nombre assez important. Donc on voit que c'est un besoin important, et pourtant, il y a certains sites, certains commerçants qui passent à côté de ces besoins-là. Ah, il faut que j'accélère. Et bon, après, il y a les bons prix, où en fait, ça, c'est le dashboard d'hier, de la compétitivité prix ou l'attractivité prix de tous ces acteurs-là, d'accord, sur des dizaines, centaines, voire millions d'articles matchés. Donc ça, on n'a pas mis volontairement Vente Unique. Mais là, vous pouvez vous dire, tiens, moi, il y a certains qui m'interpellent, en particulier Cdiscount. Je comprends toujours pas. Pour moi, Cdiscount devrait être le plus gros vert. D'accord ? Parce que dans le nom, il y a discount. Ça devrait être le positionnement. Ça devrait être toujours le meilleur prix. Que Darty. Mais zut, il n'y a pas Darty aujourd'hui. Bon, il y a la Fnac, qui a aussi un positionnement plus cher. C'est normal. La Fnac, aujourd'hui, chez les clients, chez nous tous, si j'achète un smartphone chez la Fnac, même si c'est online, je peux aller en magasin, etc., je suis prêt à payer un tout petit peu plus cher. Là, la question ici, par exemple, chez vous, je sais que tu le connais, quelle est votre ambition, votre façon de travailler entre le rouge, le vert et les bleus? Ça me donnait peut-être des chiffres, mais... Ouais, alors j'ai plus les chiffres en tête de ce matin, mais typiquement, c'est un dashboard que je regarde régulièrement. En gros, nous, notre ambition, c'est au moins d'avoir du bleu, quoi. Donc, en gros, être ISO versus la compétition. Idéalement, avoir plus de vert que de rouge. Et donc, on se compare en fait vraiment à toutes ces marketplaces. Et justement, on essaye de faire grandir notre part de produits soit ISO, soit compétitifs versus celle-ci, quoi. Donc c'est là où nous, par rapport à certains clients, on voit, et on l'a constaté, on est capable de le prouver, que les... On peut l'envoyer. Hein. Tout ça, c'est des données publiques, hein, donc on n'a pas de problème de confidentialité, c'est juste... On collecte, on regarde, on est les Google du e-commerce, si vous voulez. Donc on analyse, nous on regarde que des catalogues. Tous les jours, on a des milliers d'URL qui sont analysés et on regarde les prix. Donc tout ça est public, on n'a pas de problème de confidentialité sur cette partie-là. Et en fait, on voit sur certains de nos clients qu'on a là-dedans, eux, quand ils passent les 23% de vert, les ventes décollent. Gentiment, mais ils décollent.
Dès qu'ils sont à moins de 22% de vert, ça stagne, voire ça descend. Chacun a un positionnement, une image des marques qui lui est propre. C'est toujours la même chose, je dis. Et ça se fait par catégorie, parce que d'ailleurs, si on voulait vraiment être parfait dans ça, il faudrait derrière avoir autant, ou des macro-catégories, je dirais. Il faudrait avoir la même, et on l'a, hein, sur le GEM, le PEM, la literie. Et on va mettre Darty. Darty, sur du GEM ou du PEM, le rouge doit être majoritaire. Parce qu'il y a un investissement marque, etc., qui est important. Sur des literies, ils ne peuvent pas être rouges. Parce qu'on ne va pas chez Darty pour acheter un matelas à la base. On va aller chez Darty pour acheter un matelas uniquement si le prix est intéressant. Donc c'est là où il y a tout un travail de politique des prix, politique compétitive du prix. Aujourd'hui, la plupart de mes clients, souvent, ils disent « c'est quoi le bon prix? C'est quoi ta stratégie de prix ?»« Ah, on l'achète à temps et on veut faire telle marge. » Ok, c'est bien. C'est un angle de stratégie de prix, mais c'est qu'un angle. Normalement, on commence par moi, j'en sais rien, Castorama versus, sur les mêmes produits versus Carrefour, à quel gap je peux les vendre. D'accord ? C'est pour chacun de mes concurrents et pour chacun de mes macro-catégories, à quel gap je suis capable de les vendre. Et normalement, une politique des prix doit commencer par ça. Et ça se finit par à quel prix je dois les acheter. Donc il y a tout un travail, et Amazon travaille beaucoup comme ça par ailleurs. Ils sont aujourd'hui, dans toutes les, nous on voit sur tous les articles où on regarde Amazon, les seuls qui font des courbes parfaites, mais vraiment très belles courbes, sur les prix, c'est Amazon. Tous les autres, ils font des escaliers, souvent à des promos, etc. Même si les prix maintenant, c'est les soldes tout le temps, hein, vous l'avez compris. Le mieux pour acheter un produit, la plupart du temps, c'est hors solde. Vente privée, enfin bref. Là, on a ajouté un autre concept, c'est les Blue Monday. Il y en a certains qui connaissent le Blue Monday? C'est un nouveau concept, pourquoi pas. Et donc il y a solde tout le temps. Donc l'idée derrière, c'est on voit les autres qui font des escaliers et Amazon, à moins de 24 heures, son prix va être aligné. Et contrairement à ce qu'on pense, Amazon n'est pas toujours le moins cher. Amazon, si on suit des vêtements, je vous donne un exemple, les vêtements, il va être toujours un peu moins cher que Zalando. Et il va être toujours un peu plus cher que Trade-in, qui est un site un peu discounter des vêtements des sports. Donc il a étudié sa élasticité des ventes versus le prix, concurrent par concurrent et catégorie par catégorie. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai trop parlé, comme d'hab. Pour que les connectés aient aussi les questions, si vous pouvez les poser dans le micro. Ça marche. Bonjour. Donc vous disiez que les marketplaces, Mathieu disait que les marketplaces se ressemblaient de plus en plus avec la même offre. Si tout le monde utilise Enricher, est-ce qu'on n'aura pas les mêmes prix? Et du coup, on aura la même offre et le même prix partout? Alors, ouais, effectivement, c'est une bonne question. Ce qui est cool, c'est qu'on travaille avec beaucoup de vendeurs. Et donc, en fait, on va pouvoir activer des vendeurs à certains moments en sachant que, oui, en fait, ils vont faire des promos avec Conforama une certaine période du mois. En revanche, derrière, on peut aller négocier des prix exclus une autre partie du mois. Mais effectivement, je pense que de toute façon, à un moment, on va tendre vers quelque chose où on va avoir un truc très homogène un peu partout, quoi. Mais ça, on verra ce que ça donne, quoi. Mais... Moi, je vais donner une autre réponse. Déjà, Amazon, j'ai des doutes. Si un jour ils veulent travailler, on travaillera pour eux, mais ce n'est pas eux qu'on va chercher. On va chercher tous les Européens et Français, parce que c'est là où il y a le plus gros pain. Déjà. Donc, pour moi, aujourd'hui, il faut gagner surtout à ceux qui sont déjà premiers et qui ne cessent de s'améliorer. Des deux, nous, ce qu'on constate, c'est que chacun utilise l'outil de façon différente. Chacun a une énergie et une intensité managériale différente. Avoir un outil ne garantit pas le succès. Le succès est garanti l'outil plus l'exigence managériale, la rigueur managériale. Avoir des routines tous les matins avec ses équipes. D'accord ? 25 ans des consulting sur l'excellence opérationnelle, vous direz la première chose, ceux qui travaillent le mieux, c'est ce qu'on appelle les shop floors dans une usine. Tous les matins, il y a une routine. Qu'est-ce que chacun doit faire? La plupart de ce qu'on constate, c'est que les managers dans les e-commerce, dans les gains, ils détestent ce qu'on appelle le micromanagement. En fait, les to-do, les post-it, tout ça qui marche en shop floor, ça marche aussi sur toutes les équipes. Et c'est nécessaire.
Donc il y a derrière comment chacun de nos clients met en place de la rigueur managériale pour l'utilisation de l'outil. D'autres questions? Bonjour. Alors en fait, j'ai 2 questions. La première, c'était par rapport au produit. Donc l'idée, c'est d'avoir une veille concurrentielle et de ce que j'ai compris du produit, c'est que ça nous permet d'étoffer justement toutes les informations que vous donnez, plus une veille concurrentielle pour voir où on se positionne. Votre cible, c'est les marketplaces ou les marchands aussi. Maintenant, par rapport aux marchands, à partir de quel nombre de produits ou quelle taille du marchand on peut venir chercher votre produit? Merci. Il n'y a pas de taille. Je dirais plutôt sourcer, faire la benchmark de l'offre. Il n'y a pas de taille. C'est une question d'ambition. D'accord? C'est quelle est l'ambition de mon client marchand sur sa croissance future. D'accord? Si je veux juste travailler normalement et que j'ai 100 refs, ouais, Richard ne va pas t'aider. Si tu as aujourd'hui 100 refs, mais que tu veux et que tu fais, j'en sais rien, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, et que dans 3 ans, tu veux faire 5, là, Richard va t'aider. Du coup, merci pour la transition pour la deuxième question. Quelqu'un qui démarre aujourd'hui sur les marketplaces, est-ce que vous lui conseillez de prendre votre solution dès le départ ou d'intégrer d'abord ses produits sur les marketplaces et de venir, parce que moi, mon objectif, imaginons je prends un site e-commerce, ou un vendeur marketplace de façon générale, je prends une solution, par exemple, je prends un shopping feed ou un agrégateur de flux pour intégrer les marchands. Mon objectif, clairement, c'est de vendre. Maintenant, pour bien vendre, il faut se positionner. Il faut se positionner d'un point de vue offre, prix, etc. Est-ce que l'objectif, c'est d'être tout de suite dessus et de prendre la solution en amont? Ou est-ce que c'est d'attendre de faire un certain chiffre d'affaires pour venir vous solliciter? Alors, déjà, prendre un agrégateur, c'est bien, c'est nécessaire. Non, ça ne remplace pas l'agrégateur, surtout la partie transactionnelle. Les agrégateurs aujourd'hui sont très améliorables sur la publication des articles, sur le remplissage des attributs. D'accord? Ou aujourd'hui sont un minimum défaillants. D'accord? On travaille aujourd'hui pour des marchands, petits, gros, etc. Je discutais avec un gros marchand tout à l'heure, avec qui on va bosser à la perfo. D'accord? Nous, on adore travailler à la perfo, au chiffre d'affaires généré. Ça peut répondre à ta question. Plus vite tu commences à travailler, nous on travaille catégorie par catégorie et marketplace par marketplace. Chaque marketplace a un product data model différent, d'accord, que tu ne connais pas. Déjà, plus vite tu commences à travailler sur ça, c'est un marathon quand même. Plus vite tu commences à travailler et à connaître comment, etc., à utiliser le dashboard, plus vite tu vas te rendre compte que tu as entre 20 et 60% de ton catalogue qui n'est pas publié sur certaines marketplaces. Parce que tu as poussé des attributs, tu ne savais pas s'il était valide ou pas, puis voilà, tu n'as pas eu le temps, et puis c'est très compliqué quand même. Tu es sur 10 marketplaces, chacun, le shopping feed ne te dit pas quels sont les attributs valides, les valeurs valides sur chacun des attributs. Tu pousses, mais tu ne sais pas trop bien ce qui est online ou pas. D'accord? Nous, on va te dire, marketplace par marketplace, tu as ton dashboard, ces articles-là, un autre 270 lits, actuellement sur Casto, il ne pourra publier que 90. Parce que sur certains attributs obligatoires, il n'a pas les valeurs qu'il faut dans ce qu'il a actuellement dans sa base. C'est la première étape. D'accord? Donc, Shopping Feed ou n'importe quel agrégateur pour les prix, pour les stocks, pour les paiements, tout ça, c'est top. Pour être sûr qu'un maximum d'articles sont online, tous tes articles sont online sur les marketplaces que tu veux l'être, ou bien tu prends des très bonnes agences comme la personne qui est à côté de toi, ou bien tu prends la plupart des agences qui eux-mêmes font bosser les alternants. C'est vrai, hein, j'ai été hébergé dans une grosse agence. 60% de ses effectifs, c'est les alternants. Donc vous sous-traitez quelque chose à des agences qui eux-mêmes, c'est les alternants, qui ne connaissent pas très bien. Honnêtement, aujourd'hui, c'est... Et on le voit, hein, encore une fois, Zoom ici, ils poussent la même chose chez Conforama et chez Cdiscount. Chez Cdiscount, 500 000 refs. Chez Conforama, 150 000. C'est un chiffre, juste comme ça. Et c'est un gros, hein, mais derrière un petit, je ne donnerai pas le nom, 270 lits qui veut être publié sur Castorama, là, tout de suite, s'il le pousse, il n'aura que 90. Donc, il n'y a pas une question de nombre, c'est une question d'ambition.
je dirais. Et utiliser Enricher ou un autre. Hein. C'est pas je suis sûr qu'il y a, enfin, la personne avec qui je me souviens plus de son prénom, mais comme en même temps elle est marchande et en même temps elle est agence, ouais, j'ai peu de doute qu'elle, avec son agence, elle bosse plutôt bien. Mais la plupart des agences, ils sont pas marchands, quoi. D'accord, ils prennent une commission fixe, etc. Enfin bref, c'est. Donc je sais pas si j'ai répondu correctement, enfin complètement. Une dernière question. Bonjour, Mathieu de Société Nidelp. Vous parliez, vous aviez 3 piliers chez Vente Unique, la qualité de l'offre, la compétitivité des prix, on en a pas mal parlé, et puis vous avez aussi la richesse des services. On est une marketplace de services, donc je ne sais pas si la question est orientée ou pas, mais s'il fallait pondérer un peu ces 3 piliers, donc compétitivité des prix en premier, de loin, comment tu répartirais ça ? Franchement, c'est une question qui tombe à pic parce qu'on vient de sortir de la donnée. Justement, j'ai fait une étude sur le catalogue avec l'équipe data sur l'importance en fait de chacun des critères de conversion. Et le premier, étonnamment, qui ressortait, c'était typiquement le délai de livraison. Ça, je pense que c'est peut-être propre aussi à Vente Unique parce qu'on est vraiment sur des catégories particulières. Donc, livrer un canapé en 5 jours, bah ouais, ça fait carrément la diff versus livrer un canapé en 30 jours. Mais du coup, je pense de plus en plus que le service, en tout cas pour notre typologie de produit, est super importante et donc le fulfillment est super important. Et après, on avait le prix. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'est ça. Merci beaucoup. Un petit point sur ça, parce que je suis 100% d'accord. Et en même temps, il y a un acteur en France qui prouve qu'une livraison, moi j'appelle ça la livraison du Père Noël, c'est-à-dire que ton produit arrive, tu avais déjà oublié que tu l'avais commandé. Est-ce que vous voyez de quel acteur je parle ? Il s'appelle VP. D'accord ? VP, si vous achetez chez VP, vous verrez qu'il y a plein de produits qui sont livrés. Tu avais même oublié, si c'est des petits trucs, que tu l'avais acheté. Mais tu l'as acheté parce que c'était le bon produit et que c'était le bon prix. Donc il y a aussi des modèles qui montrent, différenciant par rapport à un Amazon qui lui est dans la livraison, c'est tu peux le livrer 2 mois après et ça va. Aujourd'hui, VP commence à aller mal sur les produits, enfin ça se voit, c'est parce que l'offre est érodée. Mais sur la partie livraison, honnêtement, il y a des trucs qui arrivent 2 mois après, 2 mois et demi après. C'est un truc de dingue. Moi, tous mes copains, tous les gens que je connaisse qui ont acheté chez VP, à tous, ça leur arrive qu'il y a un produit qui arrive et tu as oublié que tu l'as acheté. Donc ça marche aussi. En fait, il y a plein de modèles. Tout ça, c'est un équilibre entre les 3. D'accord ? C'est mon point de vue. Hein. C'est juste qu'il n'y a pas un seul modèle. Si vous êtes très bon sur le produit, très bon sur les prix, tu peux livrer tout 2 mois après. Ça ne pose pas un problème. VP l'a montré. C'est ma version. Merci beaucoup. Mathieu, Alberto, merci pour votre intervention. Merci à tous. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les retrouver en bas.